Bonjour, bienvenue au premier webinaire de la saison du Mouvement Santé mentale Québec qui s'intitule « Parentalité et émotions ». La présentation sera faite par notre invitée Anne-Sophie Thierry de l'Autrement dit, que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Je tiens d'abord à remercier le Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie, le CRIS-UQAM, qui nous offre aujourd'hui le soutien technique. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas le Mouvement Santé mentale Québec, nous sommes un regroupement d'organismes communautaires en promotion et prévention en santé mentale, dont le mandat est d'amener la population à considérer la santé mentale comme une composante indissociable de la santé globale, d'outiller les Québécoises et les Québécois en vue de maintenir et d'améliorer leur santé mentale et d'en faire un projet collectif et social. Nous créons une campagne de promotion de la santé mentale chaque année avec un thème différent. Jusqu'en 2026, nos thèmes sont tirés d'une campagne parapluie qui s'appelle « 7 astuces pour se recharger ». Nous abordons chaque année donc une de ces astuces. De 2020 à 2022, notre campagne s'intitule « Ressentir, c'est recevoir un message ». Et dans le cadre de cette campagne, on a développé plusieurs outils que vous pouvez retrouver sur aidebiendansatête.ca. Nous avons également cet automne un projet jeunesse pour les 12-17 ans qui s'intitule « Parlons émotions », qui est relié à une série de capsules vidéo sur les émotions que nous avons créées dans le cadre de notre campagne cette année. Les détails du projet sont également disponibles sur notre site, dont vous voyez l'adresse à l'écran. Donc, vous êtes invité à partager le projet aux jeunes, aux profs, aux intervenants de votre entourage. Et en janvier 2022, un gala reconnaissance est prévu afin de souligner leur rôle, le premier plan des intervenants dans la promotion de la santé mentale auprès des jeunes. Nous arrivons donc à la présentation Parentalité et émotions qui s'inscrit, comme vous l'aurez compris, dans la campagne Ressentir, se recevoir un message. Pendant la présentation, si vous avez des questions et commentaires, on vous invite à utiliser le chat, à les écrire et régulièrement, l'animatrice va répondre à vos questions. Puis on va se garder aussi un moment à la fin de la rencontre pour avoir des discussions et d'autres questions. Donc, je laisse la parole à Anne-Sophie. Bon webinaire. Merci. Voilà, donc moi je m'appelle Anne-Sophie Thierry et je suis en Belgique. Vous allez entendre que mon accent n'est pas le même que le vôtre. J'ai créé en 2007 l'Autrement dit, qui est une structure qui accompagne la parentalité. On travaille à harmoniser, équilibrer, humaniser les relations de soi-même à soi-même, mais aussi de soi aux autres et à la nature. Et donc, je travaille, moi, personnellement, en accompagnement parental depuis de nombreuses années avec les parents, avec les adolescents. Je travaille aussi avec les professionnels de l'éducation. En Belgique, on a un organisme qui s'appelle l'Office de la naissance et de l'enfance et on a été reconnu pour donner des formations dans les milieux de la petite enfance. J'ai créé la roue des émotions dont on vous parlera tout à l'heure et écrit 2 livres, un qui s'appelle « Et s'il était possible d'être un parent équilibré » et un autre qui qui s'appelle « Le concours de Madame Gisèle, 9 regards d'enfants au travers de l'énéagramme ». L'énéagramme, c'est un outil de développement personnel qui pose l'hypothèse qu'il y aurait 9 types de personnalités et à travers ce livre, je montre 9 différentes réactions d'enfants à une même situation, ce qui permet d'ouvrir notre regard et notre tolérance. Alors, sur votre écran, là, vous avez le témoignage de Hélène, une maman qui, un jour, arrive à mon cabinet et me dit « Il mange toute mon énergie. J'ai 2 écrans. Donc, parfois, je regarde là et parfois, je regarde là. D'accord ? Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. » Donc, Hélène, elle dit « Il mange toute mon énergie, j'en peux plus. J'ai presque peur de voir l'heure du retour arriver. » Je sais que ça va recommencer, les cris, les disputes, la corvée des devoirs, les demandes de télé, de tablettes, la préparation du repas tout en supervisant les devoirs, la petite qui va ennuyer ses frères qui essayent de se concentrer pour faire leurs devoirs, sa sœur qui pleurera à cause de la dictée à préparer, et puis les bains à donner, la bataille pour que le grand se lave, celle pour que le moyen mange un peu, enfin la dernière pour qu'il soit au lit relativement tôt. Et là, enfin, s'ils s'endorment vite, ce qui n'est pas gagné, un sentiment de paix, d'épuisement total, de dévastation, de chaos. Reste la maison à ranger, la vaisselle à faire, la salle de bain à éponger, le repassage, en espérant pouvoir me coucher tôt, parce que je sais que la nuit sera entrecoupée des pleurs de la petite qui persiste à se réveiller chaque nuit 2 à 3 fois. Et dès demain matin, ça recommencera.
J'ai envie de vous partager un autre témoignage, celui d'un papa, Jean, qui dit « Je trouve qu'ils se disputent beaucoup. Parfois, j'ai envie de les expédier bien loin, surtout quand ils se mettent à crier ou à courir dans la maison. Parfois, j'aimerais qu'ils fassent plus calme. Il m'arrive aussi de ne pas comprendre comment mon épouse intervient auprès d'eux ou bien qu'elle ne comprenne pas ce que j'essaye de faire. Alors, ça crée des tensions. Évidemment, on se dispute. C'est pénible, d'autant plus que ça peut durer plusieurs jours. » Alors, est-ce que ça vous parle un peu, beaucoup? Est-ce que c'est différent de l'autre côté de l'océan? J'ai l'impression que c'est un peu pareil partout et que c'est compliqué d'être parent aujourd'hui parce que, vous savez, dans l'histoire de l'humanité, jamais les parents n'ont partagé aussi peu de temps avec leurs enfants. Quand on y réfléchit bien, combien de temps passez-vous par jour avec vos enfants? En week-end, peut-être un peu plus, mais en semaine, on passe énormément de temps à courir, à se dépêcher. En fait, les moments que l'on partage avec nos enfants sont souvent des moments qui sont empreints de stress. Le matin, parce qu'il faut qu'on soit à l'heure, parce qu'il faut se dépêcher. Et puis le soir, on est pressé de rentrer. On a la fatigue de la journée, tant chez les enfants que chez les adultes. Et puis, on a envie qu'ils soient couchés tôt. On a envie que les devoirs se passent dans un climat relativement harmonieux. Et donc, il y a une pression dans ces moments qui fait que ça peut très vite déraper. Alors, j'ai envie de vous mettre cette image et vous demander, tiens, quelles sont les images de votre parentalité qui vous viennent en regardant cette photo? Peut-être que vous ressentez des émotions, peut-être pas. Peut-être que vous percevez quelque chose dans votre corps, dans votre cœur, dans votre ventre, quelque chose que vous pouvez sentir. Peut-être qu'il y a des pensées qui viennent. Et tout ça pour illustrer le fait qu'il y a des moments où on peut se sentir démuni dans notre parentalité. Il y a des moments où on peut se sentir découragé, où on peut se sentir fatigué de répéter tous les jours la même chose. Et donc, nos propres émotions d'adultes sont en tension, vont venir nous chercher dans notre cœur. Je notais notre sentiment de compétence parentale se construit petit à petit. Il peut parfois vaciller. Il y a des jours où je peux me sentir vraiment découragée, être déséquilibrée par des événements. Comment rester en équilibre ou retrouver mon équilibre? Les émotions jouent un rôle crucial dans la relation à nos enfants ou à nos adolescents. Les leurs émotions, et puis les nôtres. Et en général, il y a un va-et-vient, il y a un jeu qui se met en mouvement entre leurs émotions et les nôtres. Vous avez déjà remarqué comme parfois on peut se sentir relativement au calme et puis notre enfant ou notre adolescent va être en colère et c'est comme si ça venait activer notre propre colère. Et on peut très vite se retrouver dans un espèce de jeu d'escalade et ça peut très vite déraper. Alors, les émotions, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? J'ai envie de vous raconter cette histoire. C'est une illustration qui figure dans le livre dont je vous parlais, S'il était possible d'être un parent équilibré. Une maman qui me racontait que, et je trouvais la scène tellement géniale et en même temps terrible, que j'ai eu envie de la faire illustrer. Donc, elle se retrouve avec son fils devant un manège et elle décide d'offrir à son fils un tour sur un cheval de bois. Et donc, le gamin s'installe et puis, une fois que le manège se met en branle, le pauvre constate que son cheval ne bouge pas, alors que celui des autres enfants monte et descend. Donc, vous imaginez la frustration. Et donc, il se met à pleurer. On peut imaginer sa déception, évidemment. Impossible de changer de cheval tant que le manège tournait, et c'est fou comme un tour de manège peut sembler parfois très long ou très court selon les circonstances. Bref, le pauvre enfant pleure en tournant sur son cheval immobile, et à chaque fois qu'il passe à la hauteur de sa mère, celle-ci essaye de le rassurer, de lui dire que c'est pas grave, lui suggérant quand même d'essayer de profiter un tout petit peu, mais lui hurle si fort qu'il a probablement rien entendu de ce que sa mère essayait de lui partager. Jusque-là, bon, c'est inconfortable. Mais le problème, c'est que ça se corse parce qu'à un moment donné, une autre mère un peu plus loin, qui attendait sa fille, qui était elle aussi sur le manège, se permet de dire haut et fort « Qu'est-ce qu'il est chiant ce gosse, il gâche le tour de ma fille !»
en regardant la maman en question. Vous imaginez la suite, hein, prise de bec entre les deux mères devant le manège sur lequel tourne leur bambin. Vous imaginez la scène, juste horrible. Dans des moments aussi compliqués, c'est difficile de réaliser à quel point ce que notre enfant ressent peut être envahissant dans son cœur. Il est sur le manège, il a peut-être attendu de pouvoir avoir son tour, il s'est fait tout un film en imaginant qu'il allait monter et descendre sur le cheval qu'il avait choisi, et puis voilà que le cheval ne bouge pas. Et donc, c'est intéressant de toujours nous souvenir que l'enfant et l'adolescent ne sont pas équipés avec un cerveau qui est fini comme le nôtre. Savez-vous que le cerveau, il est mature à 25 ans? Donc, en fonction de l'âge de vos enfants, je vous invite à faire le petit calcul du nombre d'années qu'il vous reste avant de pouvoir vous dire, ça y est, son cerveau est mature. Pour les parents de jeunes enfants, ça risque de faire encore une paire d'années. Et donc, souvent, on s'adresse à nos enfants comme s'ils étaient équipés comme nous, en oubliant qu'ils n'ont pas encore nos capacités, et notamment la capacité d'inhibition, d'arriver à se retenir d'eux, ou la capacité d'abstraction, d'arriver à se dire, OK, c'est pas grave, au tour prochain, je pourrai monter sur l'autre cheval. En fait, pour ce petit garçon qui est sur le cheval, à ce moment-là, il est envahi, complètement envahi par une émotion très, très forte qui prend toute la place. Et donc, c'est juste pas possible de faire autrement que de subir ce truc qui est wow, comme une espèce de grande vague qui le submerge. Et donc, l'émotion prend toute la place. Chez l'adolescent, c'est pareil, l'inhibition, le fait d'arriver à se retenir, de dire ou de faire quelque chose n'est pas encore installé. Et donc, résister à la tentation, ça peut être très compliqué. Je pense par exemple à une situation que vous connaissez tous si vous êtes parent d'ado, votre adolescent est occupé sur son écran et vous l'appelez pour le repas et vous dit oui, j'arrive, et puis en fait, un quart d'heure après, il n'est toujours pas là. C'est très difficile d'arriver à s'arrêter quand on est dans quelque chose d'agréable pour pouvoir aller manger. Il a bien entendu que vous l'attendiez, mais c'est compliqué d'arriver à résister à un plaisir immédiat. Et donc, vous allez me dire, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais ça s'apprend. Et notre job de parents, c'est d'aider petit à petit nos enfants et nos adolescents à gérer leurs émotions et leurs frustrations, parce que c'est très frustrant de se retrouver sur un manège dont le cheval ne bouge pas. C'est très frustrant de s'arrêter de jouer ou de communiquer avec ses amis pour pouvoir aller manger et vivre un temps en famille. Et donc, comment on fait? Eh bien, une des pistes, alors, attendez, je vous mets... une des pistes, voilà, pardon, c'est de rejoindre l'enfant et l'adolescent dans ses émotions. Comment? En posant avec empathie des mots sur ce qu'il vit. C'est-à-dire que je pourrais dire, je me rends compte que c'est difficile pour toi, à l'adolescent, hein, de t'arrêter, de communiquer avec tes potes au moment où moi je t'appelle pour le repas. Je me rends compte que c'est difficile. Et peut-être que l'adolescent va dire, bah ouais, c'est toujours au moment où c'est super intéressant les discussions et toi, tu arrives et il faudrait que je coupe comme ça directement. Ah, comment on pourrait faire pour que tu aies le temps de les saluer et que nous, on n'attende pas un quart d'heure avant que tu viennes manger. Et là, on entre dans quelque chose qui va être une négociation pour que ça soit confortable pour moi, parce que j'ai pas envie de manger en attendant une demi-heure, le repas est prêt, j'ai pas envie que ça refroidisse, et pour toi, parce que je me rends compte que couper comme ça net les conversations, c'est peut-être désagréable pour toi, ça doit être frustrant. Vous voyez? Et en nous mettant un petit peu à leur place, en me disant, bah oui, en fait, quand j'y pense bien, ça doit être frustrant pour lui de s'arrêter et de discuter juste parce que moi j'ai décidé que c'était l'heure de manger. Alors, lui peut se sentir rejoint et on peut commencer à réfléchir ensemble à la solution qui serait la plus ajustée. Vous savez, certains rogériens parlent d'ajustement créateur. Mais c'est ça l'idée, hein, c'est arriver à nous rejoindre l'un et l'autre pour que ça soit confortable pour moi. Et en fait, je vais accepter peut-être d'ajuster un tout petit peu quelque chose qui serait trop rigide. On mange juste maintenant. Ok, je peux annoncer peut-être on va manger à telle heure pour que l'ado puisse aussi se préparer. Par rapport au petit, hein, si on reprend l'exemple du manège, je pourrais après, puisque quand il est sur le manège, il n'entend pas, mais après, mettre des mots. Ça devait être frustrant pour toi, ça devait être terrible. Tu t'es réjoui de pouvoir monter sur le cheval. Et puis, quand le manège a démarré, tu t'es rendu compte qu'il ne bougeait pas.
Ça devait être vraiment décevant pour toi. Et là, l'enfant, il se sent rejoint. Il va se dire, en plein dans le mille, maman ou papa a compris ce qui se passait pour moi. Et du coup, il va pouvoir, ça va s'apaiser à l'intérieur de lui et il va pouvoir expliquer peut-être, en fait, je me suis trompée, je pensais que c'était celui-là qui bougeait, j'avais regardé et puis, en fait, c'est l'autre. Et on va pouvoir, à nouveau, si on a suffisamment de temps, peut-être envisager de remonter sur le bon cheval, ou peut-être qu'on n'aura pas le temps et dire, bah, écoute, la prochaine fois, on sera attentif à bien regarder sur lequel tu vas monter. Et l'enfant se sent compris, rejoint. Notre rôle, c'est d'aider les enfants à conscientiser, à apprivoiser l'émotion qui est très intense. Pouvoir lui dire, en fait, tu te sentais à la fois triste, à la fois en colère. Est-ce qu'il y avait aussi peut-être de la déception, de la frustration? Et je vais nommer, et l'enfant va pouvoir se dire, ah ouais, c'est ça. Vous voyez? Et du coup, la prochaine fois qu'il le vit, peut-être qu'il va arriver à dire, en fait, je me sentais en colère que ce cheval ne monte pas. Ah ouais, tu te sentais en colère. Ouais, c'est vrai, ça doit vraiment être rageant de se trouver sur ce cheval qui ne bouge pas. J'accepte que pour lui, à ce moment-là, c'est la chose la plus importante au monde. Et je vais manifester du respect sur son problème. Moi, dans ma tête d'adulte, je pourrais me dire, mais enfin, il y a des choses bien plus graves qu'un cheval qui ne monte pas sur un manège. Oui, effectivement, mais ça, c'est mon point de vue d'adulte. Sauf que pour lui, à ce moment-là, souvenez-vous, l'enfant, il vit au moment présent. C'est ça qui est beau aussi dans l'enfance. Il est dans le moment présent. Et à ce moment-là, pour lui, c'est le truc le plus important au monde. Et donc, si j'arrive avec moi, ma rationalisation, vous savez, nous, on est beaucoup là dans notre tête et les enfants, les adolescents, ils sont beaucoup là dans leur cœur. Si moi, j'arrive dans ma tête en disant, ouais, c'est pas bien grave, hein, il y a des choses plus graves que ça, il va pas se sentir rejoint. Il va avoir l'impression que je juge son attitude ou que j'ai rien compris à son problème. Alors j'ai ajouté un point, là, rester calme, la juste distance, ça c'est quelque chose de difficile, surtout quand on est fatigué nous-mêmes ou quand on est nous-mêmes déjà un petit peu aux prises avec nos propres émotions. Ce qui peut nous aider, c'est d'essayer de nous mettre à sa place, comme je vous le disais, tout en restant à ma place. Hein. Je ne vais pas projeter sur lui. Je vais juste me mettre un tout petit peu dans ses chaussures et me dire, voilà, ça doit être hyper frustrant d'être sur ce cheval qui ne bouge pas, mais je vais rester à ma place d'adulte. Et puis le dernier point, accueillir et non réagir en rugissant. À nouveau, je fais un clin d'œil là parce que c'est difficile effectivement quand on est pris par nos propres émotions, quand on n'est déjà pas très patient parce que la journée était difficile, on a tendance à rugir rapidement. C'est important de faire attention à comment moi je peux, souvent je travaille ça avec les parents, comment faire pour que quand vous rentrez à la maison, quand vous allez retrouver vos enfants en fin de journée, vous ayez encore un tout petit peu d'empathie, de patience, de bienveillance, de tolérance dans votre réservoir. Parce que si vous retrouvez vos enfants et que vous êtes sur, vous savez, le réservoir qui est sur le rouge déjà bien clignotant, évidemment, c'est ceux qui comptent le plus qui en auront le moins de patience, de tolérance, etc. Et donc, ça veut dire que pendant ma journée, je peux être attentive à garder de l'énergie. Et on ne va pas travailler moins bien pour autant. Je peux être aussi attentive avant de retrouver les enfants à remettre un petit peu de carburant dans mon réservoir. Alors ça peut être quoi? Ça peut être des choses toutes simples. Écouter une chanson qui me fait du bien, croquer dans un chocolat. Moi, ici, sur mon bureau, j'ai un chocolat que j'adore. Et donc, j'aime bien croquer un petit bout et c'est mon petit carburant dans le réservoir. Ça peut être boire une tasse. J'ai là sur mon bureau aussi une tasse d'une tisane ou d'un thé ou un café qui vous plaît vraiment. Vous voyez, des petites choses. Ça peut être, je regarde par la fenêtre et je respire profondément. Utiliser la respiration, c'est quelque chose qui ne coûte rien, qui est là en permanence accessible et qui nous permet, il a été prouvé, hein, que respirer profondément, trois grandes respirations profondes ont un impact sur le stress. Donc, c'est des choses auxquelles on peut penser, essayer de vous le rappeler. C'est des petites choses qui peuvent vous aider justement à ne pas rugir directement, à ne pas monter directement dans l'énervement, mais à rejoindre nos enfants, à être un petit peu plus patient dans des moments où ça peut être tensionnel. Est-ce que à ce stade, il y a des réactions, des questions que vous aimeriez poser? Non?
Il n'y a pas de question, Ok. Anne-Sophie. Alors, je continue. Merci, merci Claudine. Un outil parmi d'autres, je vous en parlais tout à l'heure, hein, c'est la roue des émotions que j'ai créée en 2014. Pour la petite histoire, en fait, je donnais une formation pour des thérapeutes et je cherche sur Internet, je me dis, tiens, ça doit bien exister, un outil qui fait se rencontrer les sensations, les émotions et les besoins. Et puis, en fait, il existait des outils qui parlaient des sensations et des émotions, mais pas des besoins. Et donc, je me suis dit, oh, bah, je vais l'inventer. Et puis, avec mon ami graphiste, on a réfléchi. Alors, ça a été un long processus de réflexion, d'ajustement, de correction, etc. L'idée, vous voyez, de cette roue, c'est de partir du centre de la roue. Là, vous avez sous les yeux la version illustrée, donc qui s'adresse aux enfants, mais on ne l'appelle pas la roue pour enfants parce que certains adultes qui ne sont pas habitués avec la question des émotions, qui n'ont pas l'habitude de réfléchir ou qui n'ont pas encore énormément de vocabulaire par rapport à ces questions-là, ou bien des personnes porteuses de handicap utilisent, donc on l'appelle la roue illustrée. Et donc, l'idée, c'est de partir du centre de la roue, de la météo, de dire, tiens, c'est quoi ma météo maintenant? Et puis, d'associer une émotion. Comment je me sens? Alors là, sous les yeux, vous avez découragé. Et puis, surtout, c'est de prendre conscience que derrière l'émotion se cache un besoin qui cherche à être comblé. Et donc, c'est intéressant de se dire, tiens, derrière ce découragement, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, j'aurais peut-être besoin d'aide. Ça peut être plusieurs besoins. Ici, voilà, pour l'exemple, je vous ai mis, j'ai besoin d'aide. Et puis, la dernière étape, c'est qu'est-ce que je peux faire pour combler ce besoin? Est-ce que je peux demander? Est-ce que je peux solliciter quelqu'un? Est-ce que je peux, voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour combler ce besoin puisque je l'ai identifié? Alors, là, vous avez la version illustrée et puis ici, vous avez la version pour adultes qui existe en deux formats, en grand format et puis en grand format, je vous le montre, je l'ai ici à côté, hein, qui mesure 30 cm de diamètre et en format de poche, le contenu est tout à fait identique. Vous voyez, elle est beaucoup plus petite et on peut la glisser dans son sac à main. Le texte est tout à fait identique. Et là, vous voyez, ce n'est pas illustré, mais le principe est le même. On part du centre, comment je me sens, comme un lion dans sa cage, de mauvaise humeur, par exemple, et j'aurais besoin de clarification, par exemple. Il y a beaucoup plus de vocabulaire des émotions et des besoins sur ces mots. Alors, c'est un outil parmi d'autres qui permet de prendre conscience de ce qui se passe. Parce que vous voyez, souvent, quand l'enfant ou l'adolescent, ou même nous, adultes, on est en colère, l'émotion de la colère, elle est difficile parce que elle fait du bruit, elle est gênante, elle est encombrante. On a du mal avec la colère. Et donc souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, mais va courir dehors, va taper dans un coussin, va faire du sport, et puis reviens quand tu seras calmé. Sauf que beaucoup de gens disent, ben ouais, j'ai été tapé dans un punching ball ou j'ai été dehors, mais en fait, je suis toujours fâchée. Oui, je suis un peu calmée, mais je reste fâchée. Oui, pourquoi? Parce que si on n'a pas conscientisé le besoin qui se cache derrière cette colère, j'ai besoin d'être entendue, j'ai besoin de clarifier les choses, j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin qu'on respecte mon territoire, j'ai besoin de calme. Si je n'ai pas conscientisé les besoins qui étaient derrière cette colère, le problème n'est pas résolu, vous voyez. Et donc, c'est intéressant de pouvoir conscientiser les besoins et puis de voir après, de se mettre en mouvement et de se dire, tiens, comment je peux prendre soin de ce besoin de clarification, par exemple? Ben, je vais rediscuter avec la personne, je vais lui demander de, etc., etc. Alors, qui dit empathie dit limite. Ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, ce à quoi j'assiste, moi, dans ma pratique, c'est que beaucoup de parents ont voulu appliquer la discipline positive et il y a énormément de choses qui sont très, très belles dans la discipline positive. Il y a une chose dont on ne peut pas faire l'économie, c'est le cadre et les limites. Ça fait partie de notre job de parents. Et quand je donne une conférence sur cette thématique-là, c'est une conférence qui a beaucoup de succès. Je me rends compte que les parents sont vraiment en question par rapport à cette problématique. Souvent, je leur dis, en fait, si on ne prend pas le temps et si on
on ne prend pas le courage aussi, parce que ça demande du courage de frotter nos enfants dès le plus jeune âge à la question des limites. Le problème, c'est que tôt ou tard, ils y sont confrontés, mais dans un contexte extérieur à la famille. Ça peut être la crèche, ça peut être l'école. Et du coup, dans ce contexte-là, on confie aux professionnels une responsabilité, mais qui vont devoir assumer en ayant peut-être moins de confort que nous, parents, dans le sens où ils ont, je ne sais pas moi, 20 enfants à gérer, et donc ils n'auront peut-être pas la même disponibilité à accorder à votre enfant pour lui mettre des limites. Et puis, ce n'est pas la même relation non plus. Et donc, cette question de mettre des limites, elle est difficile parce qu'on disait tout à l'heure, quand on retrouve nos enfants en fin de journée, qu'on est fatigué de notre propre journée, parce que la nuit précédente a été mauvaise, parce qu'il y a eu du stress au boulot, parce que quand on récupère les enfants, ils sont fatigués, ils se disputent déjà à peine entrés dans la voiture. Enfin, vous voyez, ça fait directement dans notre stock de patients dont on parlait tout à l'heure, hein, ça fait très vite, très vite, il est à plat. Si... alors, parfois, certains jours, on n'arrive pas à le faire, mais si, à certains moments, je n'assume pas cette responsabilité de poser des limites aux enfants, le problème, c'est que ça insécurise les enfants. Ça fait des enfants qui ne sentent pas où est la limite et qui vont du coup avoir des comportements difficiles parce qu'ils cherchent où est le bord, où ça s'arrête. Alors, c'est compliqué pour les parents parmi vous qui ont des enfants petits. L'âge du non, hein, ça vous parle. La bonne nouvelle, c'est que ça s'arrête un jour, hein, rassurez-vous. Alors, ça recommence d'une autre manière à l'adolescence, mais à un moment donné, cet âge du non et de l'opposition, elle s'apaise. Et souvent, quand je travaille en accompagnement parental avec des parents d'enfants qui ont cet âge-là, je leur dis, tenez bon, parce que vous préparez l'adolescence. Si vous cédez à chaque fois pour éviter la crise, si vous vous dites, OK, je donne le gâteau parce que franchement, j'ai pas envie d'avoir une crise, et certains jours, on peut le faire parce que juste, c'est pas possible. Mais si on le fait tous les jours, c'est problématique. Hein. Si on cède à chaque fois, le problème, c'est que l'enfant, il enregistre que faire une crise égale j'ai ce que je veux. Et donc, on ne se rend pas service et on ne rend pas service à l'enfant. Et donc, c'est important de tenir. Et vous voyez, sur le diapo, j'ai noté tenir, c'est pas toujours obtenir. Parfois, il faut tenir et parfois, alors les ados, ils vont quand même faire dans notre dos peut-être, mais ils savent que vous n'êtes pas d'accord. Et ça, c'est vachement important. C'est rassurant aussi pour l'enfant, petit ou grand, d'avoir affaire à des adultes consistants qui peuvent dire, je ne changerai pas d'avis. C'est non, je ne sais pas moi, maman, je peux aller à l'anniversaire de tel pote samedi et puis, je ne sais pas, vous avez quelque chose de prévu ou bien, enfin, c'est pas possible pour vous de le véhiculer et pouvoir dire, écoute, pour cette fois-ci, c'est non, je ne changerai pas d'avis. Ou bien, écoute, tes notes à ton travail journalier, à l'école sont vraiment mauvaises et donc, pour le moment, c'est non, j'ai envie que tu prennes du temps pour tes études et j'ai pas envie que tu sois fatigué ce week-end et donc, pour le moment, c'est non. Et pouvoir dire, je ne changerai pas d'avis. Moi, c'est une phrase qui m'aide beaucoup avec ma casquette de maman, de pouvoir dire, écoute, sur ce coup-là, je ne changerai pas d'avis. Sous-entendu, c'est pas la peine d'insister et de revenir tout le temps. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut discuter, mais pour ce sujet-là, je ne changerai pas d'avis. Alors, le dernier point que je vous ai mis là, le cerveau est sourd à la négation. Donc, c'est intéressant de voir comment vous formulez vos demandes. Au lieu de dire, par exemple, ne crie pas, pouvoir dire parle calmement, au lieu de dire ne cours pas, pouvoir dire marche doucement. Ça change vraiment les choses de dire ce que vous voulez plutôt que de dire ce que vous ne voulez pas. La langue française fonctionne beaucoup dans la négation, vous l'avez peut-être remarqué, on va dire c'est pas mal ou c'est pas moche au lieu de dire c'est bon, c'est beau. Et donc, c'est intéressant quand vous avez des consignes à donner à vos enfants de faire attention à ça. Ça marche généralement mieux. C'est pareil pour vous. Hein. Si je dis, il ne faut pas que j'oublie de, il y a des chances que j'oublie. Si je dis, il faut que je pense à, ça marche en général mieux. J'y pense plus souvent. J'ai moins de ratés quand je me dis, il faut que je pense à. Avez-vous des questions? Il n'y a pas de questions, Anne-Sophie. Alors, je continue. On a un peu parlé de la colère. Hein, déjà, je disais, derrière la colère, quel est le besoin?
quand tu es en colère, qu'est-ce qui te fait du bien? Alors, c'est intéressant d'y réfléchir avec l'enfant quand il est calmé, évidemment, parce que si vous lui posez la question quand il est dans le feu de l'action, quand l'enfant, l'adolescent ou même nous, adultes, on est en colère, notre cerveau, on n'a plus accès à la partie néocortex. Donc, c'est la partie qui nous permet d'analyser, d'être logique, de réfléchir, etc. Quand on est en colère, on n'a plus accès à cette partie-là du cerveau. C'est ce qui fait que parfois, on va dire des choses qui dépassent notre pensée, qu'on va dire des choses excessives ou qu'on va faire des choses excessives. Et donc, ce n'est pas la peine de chercher à raisonner l'enfant dans ces moments-là. Mais après, on peut en reparler, lui dire tu étais vraiment fâché. Qu'est-ce qui te ferait du bien dans ces moments-là? Quels exutoires acceptables peut-on proposer? On va revenir sur cette question-là. Parce que souvent, on passe notre temps à dire tout ce qu'on ne peut pas faire quand on est en colère. Tu ne peux pas taper, tu ne peux pas cracher, tu ne peux pas dire des gros mots, tu ne peux pas abîmer le mobilier, tu ne peux pas taper ta sœur. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire? En fait, c'est comme si on laissait l'enfant tout seul avec ce truc émotionnel très très fort et qu'on ne lui dit pas comment faire avec ça. Il y a un livre jeunesse qui est vraiment intéressant, qui est publié à l'École des loisirs. Alors, j'imagine que vous pouvez y avoir accès aussi là-bas chez vous au Québec, qui s'appelle Grosse colère de Mireille Dalancé. C'est un livre que je trouve intéressant parce qu'on voit Robert qui est en colère et puis à un moment donné, il est dans sa chambre, il est puni parce qu'il est en colère et à un moment donné, on voit qu'il est envahi par sa colère et puis il fait « Ah !» et il y a une chose qui sort de son « Ah !» et c'est la colère. Et la colère, elle n'est pas effrayante, mais elle est grosse. Et c'est elle qui va démonter la chambre de Robert. Et en fait, quand on laisse l'enfant seul, on lui dit « Va dans ta chambre », eh bien, on le laisse seul avec ce truc-là. Qu'est-ce qu'il peut faire pour gérer ça? Et donc, il a besoin de notre aide, tout en posant des limites. Tu as le droit d'être fâché, tu n'as pas le droit de tout casser. Vous voyez, ça, c'est super important. J'ai noté aussi contagion émotionnelle, la juste distance entre l'enfant et l'adulte qui va contenir. Et comment faire, être attentif en tout cas à ne pas être nous-mêmes réveillés, comme si ça allait réveiller notre volcan de colère à l'intérieur de nous. Rester adulte, l'exemple c'est nous, donc pouvoir rester calme face à l'enfant en colère, ça c'est très difficile. C'est important de rester en contact avec nous-mêmes aussi pour ne pas être happé par la colère de l'enfant. Et puis surtout aussi, regarder les réussites. Valoriser les fois où l'enfant a réussi peut-être à passer devant les bonbons dans le magasin et pas faire une crise. Dire « Waouh, j'ai vu que tu les regardais, j'ai vu que c'était difficile, merci, ça s'est bien passé et tu as compris que je n'en achèterai pas cette fois-ci. » Tu peux me dire ce que tu aimerais avoir pour telle ou telle fête ou pour ton anniversaire, mais j'ai vu que tu as pris sur toi et que c'était difficile, merci. Ça donne envie de recommencer quand l'enfant se sent reconnu et valorisé dans ce qu'il a pu mettre en place. Piste pas magique, désolé, pour des exutoires acceptables à la colère. Il a besoin de taper où est-ce qu'il pourrait le faire, interdire avec fermeté les coups et la violence. Il ou elle a besoin de crier où est-ce que c'est acceptable. Est-ce qu'on peut crier Je me souviens d'une maman qui disait moi j'ai permis aux enfants de crier dans le tambour de la machine à laver, ça résonne et c'est contenu. Je dis oh quelle bonne idée. Elle dit ça fait un effet bœuf pour les petits en tout cas. Griffonner, déchirer des vieux journaux ou un cahier de colère, des bons de colère, déchirer un cahier de colère, lui dire tiens vas-y montre-moi. En fait l'idée c'est montre-moi comment tu es fâché. Vous voyez, si je dis va courir dehors, l'enfant il va pas avoir l'impression que vous prenez en considération ou que vous le rejoignez. Montre-moi comment tu es fâché. L'enfant va dessiner, gribouiller, dire oh tu es fâché à ce point-là. Je peux prêter mes mots aussi, dire à l'enfant tu es fâché, tu n'aimes pas qu'on rentre dans ta chambre sans frapper. Donc je lui prête mes mots pour qu'à un moment donné il puisse s'en emparer et dire. Et donc je vais prêter des mots qui sont acceptables. Je ne vais pas dire ta sœur c'est une connasse. Non, c'est pas ça. C'est je vais prêter mes mots pour que lui puisse à un moment donné dire j'aime pas quand on entre dans ma chambre sans frapper, j'aime bien quand on respecte mon territoire, etc. Vous voyez, je lui prête mon cerveau fini pour qu'il puisse l'utiliser. Anticiper les prochaines fois. Comment on peut faire la prochaine fois que tu es en colère? Je t'apporte le cahier de colère ou je te rappelle que tu aimerais crier dans un endroit, on avait dit la toilette par exemple, je te le rappelle, comme ça on s'en souvient.
Voyez? Et donc là, il a un adulte qui est aidant par rapport à des émotions très fortes qui peuvent l'envahir. Il voit que maman ou papa n'est pas contre moi, mais est avec moi et va m'aider par rapport à ces émotions qui m'envahissent et qui sont très, très fortes. Si vous êtes très en colère contre vos enfants, et si malgré tout ça, vous sentez que ça vient vous chercher, prenez le temps de respirer. Prenez soin de vous un court moment. Ça peut être juste, attends, là, je suis très fâchée, viens pas près de moi maintenant, j'ai d'abord besoin de respirer. Alors, pas 3/4 d'heure, hein. Si votre enfant est petit, il faut que ça aille vite. Mais prenez le temps juste de revenir à vous, de vous dire, bon, ok, il est en train d'apprendre la frustration, il est en train d'apprendre quelque chose de difficile. Et du coup, ça prend un autre sens. C'est pas juste le conflit là pour le chocolat ou le bonbon, non, ça prend un autre sens. Il est en train d'apprendre quelque chose et mon job de parent, c'est de l'aider à ce moment-là, vous voyez. Et du coup, ça permet parfois de prendre un peu de distance et de réagir plus adroitement. C'est intéressant de se souvenir que la colère ne détruit pas l'amour. Même quand tu es en colère, je continue à t'aimer. On a le droit d'être fâché. Même moi, en tant qu'adulte, j'ai le droit d'être fâché. C'est intéressant d'être attentif à la manière. Je ne vais pas me fâcher en « tu recommences encore, tu m'embêtes », etc. Je suis fâchée. Je n'aime pas quand ça se passe comme ça. Je n'aime pas quand il y a des cris à la maison. Vous voyez, c'est un autre impact de me fâcher en « je » plutôt que de me fâcher en « tu ». De dire « ça m'énerve » plutôt que « tu m'énerves ». Vous sentez comme c'est différent? On se sent moins agressé. Anticiper, respecter les différences de tempérament. Certains enfants vont avoir besoin de plus de temps. Ce matin, je travaillais avec une maman qui disait moi, mon gamin, le matin, c'est terrible parce qu'il est dans son monde, il a besoin de prendre du temps, etc. Et puis, quand je dis on part, il n'a pas encore mis ses chaussures, il n'a pas encore fait sa tartine, il est complètement... je disais, mais fractionne le temps. Dis-lui, voilà, il est 7h15. À 7h15, tu dois avoir mis tes chaussures, mis ton manteau, qu'il ait des repères temporels, qu'il sache, si tu fractionnes le temps, il pourra récupérer peut-être des petits retards et voir où on en est. Parce c'est un enfant qui était trop petit que pour pouvoir se référer au temps. Je disais, utilise des outils, ça peut être un time timer ou un time tracker, je ne sais pas si vous connaissez ça là-bas chez vous. C'est un outil qui permet de transformer le temps en espace, donc voir le temps qui reste. Parce que si on dit on part dans 5 minutes, pour certains enfants, ça ne veut rien dire du tout. Mais s'il a quelque chose de visuel qui lui... Vous pouvez aussi montrer sur l'horloge, dire, regarde, c'est quand la grande aiguille, c'est celle qui va vite, est là. À ce moment-là, on part. Ouh là là, c'est celle qui va vite. Ouh là là, il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, je vais mettre mes chaussures. Vous voyez, c'est aider l'enfant dans son tempérament, parce que s'il est cool, on ne va pas en faire un stressé. S'il est cool, il va rester cool. Mais comment on peut faire pour l'aider à quand même gérer le temps qui passe? Et puis, j'ai remis le point, regardez aussi les réussites, bien entendu. C'est en valorisant les réussites que vous allez donner envie à l'enfant de continuer à faire des petits efforts pour que ça marche. Parce qu'en fait, ils aiment bien aussi quand ça se passe bien. Hein. Ils préfèrent quand ça se passe bien. Quand je note la colère ne détruit pas l'amour, en fait, c'est important de parler du comportement. C'est ce que tu fais que je n'aime pas. C'est quand tu traînes ou quand tu bougonnes ou quand tu pleurniches, ça, je n'aime pas. Mais toi, bien sûr que je t'aime. Ce que tu fais est différent de qui tu es. Vous voyez? Parlons du comportement et pas de la personne. Et du coup, ça préserve le lien et la relation. Alors, il y a une émotion qui est fort présente chez nous hein, dans notre rôle de parents, c'est la culpabilité, plus ou moins présente. Je me souviens d'une maman qui disait moi, dès la grossesse, je me suis sentie coupable d'avoir mangé ci en me disant oh là là, j'aurais peut-être pas dû manger ça, oh là là, j'espère que ça va pas avoir un impact sur la croissance de mon bébé, etc. Comment on fait avec cette culpabilité? Et j'ai envie de vous suggérer d'être empathique et bienveillant avec vous-même et de laisser de côté le mirage d'être des parents parfaits. Essayons surtout, comme le disait Winnicott, d'être simplement d'assez bons parents, de faire du mieux qu'on peut. Et je vous ai mis un livre d'un auteur belge qui s'appelle Bruno Humbeek, qui a écrit pas mal de livres, dont un qui parle de cette
de ce perfectionnisme, hein, et si on laissait nos enfants respirer, qui parle de l'hyperparentalité, qu'on va retrouver chez des gens qui sont un peu perfectionnistes, qui ont tellement envie de bien faire, et puis qui peuvent carrément se prendre les pieds dans le tapis, quelque part, à force de vouloir tellement bien faire et s'épuiser et tomber dans le burn-out parental. Et donc, soyez doux avec vous-même. Si vous êtes là, j'ai envie de dire, c'est déjà que vous êtes des bons parents, puisque vous vous souciez de ces questions-là et que vous avez pris du temps sur votre temps de midi pour réfléchir ensemble à ces questions-là. Donc, soyez bienveillants avec vous-même. C'est vraiment quelque chose qui va vous aider aussi à ne pas vous mettre la pression, à ne pas vous mettre en stress directement par rapport à vos enfants. On fait du mieux qu'on peut. Anne-Sophie, j'ai quelques commentaires. Est-ce que je peux vous les faire? Génial! Ouais. Alors, il y a une personne qui nous dit la conférence permet de réaliser comment notre société n'est pas adaptée à la parentalité. On doit donner de notre jus partout. Ouais. Et il est intéressant de nous rappeler qu'il est important de se recharger. Et une autre personne nous dit, je donne aussi souvent des repères, genre il reste 3 minutes, c'est le temps d'une chanson. Ou en auto, il reste 30 minutes, c'est le temps d'un passe-partout. Ouais. Super. Oui, c'est vraiment 2 réflexions magnifiques. Merci. Effectivement, c'est difficile d'être parent aujourd'hui. Je suis d'accord avec la personne qui partageait combien... Je me souviens, ça me fait penser à une maman qui disait, tu sais, si tu travailles à temps plein, on te reproche de négliger tes enfants. Si tu ne travailles pas, on te reproche d'étouffer tes enfants. Et si tu travailles à mi-temps, on te reproche de faire ton travail à moitié. Donc, elle disait, mais qu'est-ce qu'il faut faire finalement? Je dis, bah ouais, c'est vrai que c'est vraiment très compliqué. Et donc, soyons bienveillants avec nous-mêmes, soyons doux avec nous-mêmes parce que c'est compliqué. Et on fait du mieux qu'on peut. Et on peut dire à nos enfants, tu sais, hier j'étais super énervée, c'était pas ta faute, hein, au boulot c'était vraiment dur. Et donc j'ai été dure, j'ai dit des choses, je te demande pardon. Par contre, ce que tu as fait m'a vraiment énervée, j'aime pas quand tu fais ça ou ça. Ma façon de réagir était disproportionnée, je te demande pardon. Et vous voyez, c'est une manière de nous rendre humains. On a eu en Belgique une campagne qui s'appelait L'exemple, c'est nous, il y a quelques années. Vous pouvez aller voir, le site s'appelle Yapaka, yapaka.be. Et dans cette campagne, il y avait des phrases qui étaient affichées au bord des autoroutes. C'était une campagne menée par l'État et qui disait l'exemple, c'est nous. Les enfants nous observent. L'exemple, c'est nous. Et donc, si je peux m'excuser, si je peux reconnaître que j'ai dit des choses sous le coup de la colère qui étaient blessantes ou que je me suis emportée, si je peux, moi, m'excuser, eh bien, je suis un modèle pour mon enfant. Et donc, nos enfants apprennent par la même occasion à s'excuser. Vous savez, les excuses qu'on extorque, elles n'ont guère de valeur. Excuse-toi, vas-y, excuse-toi. Pardon, l'adolescent va dire désolé, ça n'aura aucune valeur. Mais si l'enfant a vu l'adulte qui s'excuse, eh bien, il apprend aussi ça. Ça nous rend humains, ça nous rend accessibles. Et donc, ne nous mettons pas la pression d'être parfaits. J'ai envie là-dessus de vous demander, en regardant cette image-là que vous avez sous les yeux, quelles sont les images de votre parentalité qui vous viennent? Comment vous sentez quand vous voyez cette image? Peut-être dans votre corps, peut-être qu'il y a des souvenirs qui vous viennent, peut-être dans votre cœur. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il y a plein de moments qui sont savoureux dans votre parentalité. Tout dépend de ceux qu'on choisit de regarder. Et donc, quand vous vous sentez découragé, moi, j'ai envie de vous inviter à penser aussi aux moments souriants, aux moments heureux, aux moments où vous êtes juste dans « comme c'est bon avec mes enfants » et de savourer ces petits moments-là qui vont booster votre estime de vous-même et votre sentiment de compétence parentale. Il y en a plein, j'en suis sûre. Je suis sûre que vous avez plein de moments qui vous viennent là en tête, des souvenirs, des moments agréables que vous avez vécus hier, aujourd'hui, avant-hier, et de les savourer et de les garder bien dans votre cœur et dans votre tête. Pour terminer, j'ai envie de vous partager cette phrase que je trouve vraiment belle.
J'ai souvent pensé qu'on ne devient réellement adulte qu'au moment où on pardonne à ses parents d'être aussi imparfaits que le reste des humains et où on reconnaît qu'avec leurs limites, ils ont fait de leur mieux pour vous. Alors, ça s'adresse à nous dans la relation à nos propres parents, et puis ça s'adresse à nos enfants futurs adultes qui, on l'espère, pourront à un moment donné nous regarder avec cette bienveillance-là aussi, en se disant, bah, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et voilà, ça rejoint cette idée d'être bienveillant et d'être doux avec vous-même. Voilà. Alors, si vous êtes fan de Facebook, on a une page Facebook et une page aussi Insta. Vous pouvez aller nous retrouver, c'est l'Autrement dit. Et puis sur notre site, vous pouvez vous abonner pour recevoir une newsletter où j'écris des petites histoires qui racontent des manières différentes de vivre des situations de tous les jours. Vous pouvez aussi acheter des chapitres de Parent Équilibre, donc c'est de l'accompagnement parental qui est composé d'articles et de vidéos. Donc, vous pouvez les regarder à votre guise et en fonction des chapitres que vous choisissez, ben, vous avez une thématique. Et puis, je fais aussi de l'accompagnement à la parentalité à distance. Donc, si vous êtes loin là-bas, de l'autre côté de l'océan, c'est quand même possible. Et puis, si vous souhaitez trouver nos roues des émotions, nous avons la chance d'avoir des partenaires par chez vous. Et je vais leur céder la parole. C'est Judith et Geneviève. Je vais, voilà, céder la parole à Geneviève qui va vous présenter leur travail là-bas chez vous, leur travail vraiment super intéressant par chez vous. Voilà, à vous la parole, Geneviève. Bonjour, merci Anne-Sophie de cette belle invitation à collaborer dans cet atelier tellement enrichissant. Donc, j'ai pris des perles pour ma propre parentalité. Alors, superbe. Alors, je me présente et je présente l'entreprise que je représente, Judith Geneviève. On est un duo de travailleuses sociales et de nutritionnistes et ensemble, on aide les gens à prendre en main leur santé à leur rythme, dans le confort de leur foyer. Alors, nous avons une mission centrale, c'est de combiner vraiment notre expertise pour améliorer l'efficacité des interventions. Alors, la nutrition, l'alimentation, c'est un concept qui est biopsychosocial et donc, il faut le prendre dans l'ensemble. Donc, cet alliage de la sphère psychosociale et de la nutrition est un gage de succès dans les interventions. Et nous avons développé des autosoins pour améliorer la santé physique et psychologique des gens. Alors, je vous explique les autosoins. En fait, un autosoin, c'est un programme, une façon de prendre en charge sa santé d'une façon autonome, soit par, comme Anne-Sophie le disait, l'achat de chapitres qui se combinent avec la lecture et des vidéos, soit par des écoutes audio, soit par des manuels. Alors, nous avons développé et nous développons des autosoins dans ce contexte-là. Je vous ai mis la petite définition. Oh, pardon. Ah, c'est pas grave, Anne-Sophie. Alors, pour les gens qui participent encore, c'est Anne-Sophie qui gère la présentation. C'est pas simple pour elle. Alors, je t'invite tu peux continuer. Alors, notre première méthode que nous avons développée, c'est la méthode lundi qui fait suite à nos deux ouvrages écrits qui s'intitule « Lundi, je me mets au régime » et « Lundi, je me mets plus au régime ». Alors, c'est des phrases que nous entendons toujours dans nos bureaux pour les gens qui gèrent les situations de vie difficiles avec la nourriture. Alors, je fais lien avec la parentalité. En étant parent, on vit des situations de vie qui sont difficiles, on vit des émotions et bien, ça peut être un moyen de les gérer, de les consoler, de les apaiser par l'alimentation. Au lieu d'aller à la recherche du besoin sous-jacent de cette émotion-là, on va la manger, l'émotion, pour la réguler. Alors, lorsqu'on a développé la méthode lundi, nous étions à la recherche d'un outil pour exprimer ça, aider les gens à prendre conscience de ce qui s'exprime à travers l'acte de la compulsion alimentaire, de la rage alimentaire. Et c'est comme ça qu'on a débuté notre collaboration avec l'Autrement dit et leur fabuleuse roue qui s'intègre bien dans notre méthode. Et par le fait même, on a eu envie d'en partager un plus grand nombre de personnes à travers notre intervention. Alors, c'est la raison pour laquelle nous les distribuons ici maintenant au Québec et au Canada.
Ensuite, on peut passer à l'autre, Anne-Sophie. Alors, dans notre travail avec la roue des émotions et la méthode lundi, on utilise 2 éléments centraux, ce qui cause les crises, tant chez l'enfant que chez l'adulte. C'est la restriction calorique, c'est-à-dire le désir de ne pas manger suffisamment dans le but de modifier son apparence physique. On sait que les jeunes enfants, dès l'âge de 7 ans, commencent à avoir une image corporelle qui est définie et pour plusieurs, le régime alimentaire amaigrissant dans le but de modifier sa corpulence, son apparence physique, va faire son apparition dès l'âge de 9 ans. Alors, la cause des crises est, sans contredit, la restriction qui est calorique. La restriction qui est aussi cognitive, ça, c'est les règles que j'apprends autour par les parents, les gens qui m'entourent, les gens de confiance qui me disent que je ne peux ou je ne peux pas manger certains aliments. Et j'ai cette idée à l'intérieur de moi que je devrais suivre certaines règles alimentaires et cette culpabilisation-là, lorsque je la transgresse, cause les crises. Et en dernier lieu, les émotions. Les émotions causent des crises et les émotions qui sont causées par des difficultés d'exprimer ce que je vis, de me comprendre en tant qu'enfant, qu'adolescent et en tant que parent, la même chose. Alors, on travaille avec 2 équations centrales. Plus je suis satisfait de ce que je mange, moins j'aurai besoin de manger. Et la deuxième, plus je suis satisfait de ma vie, moins j'aurai besoin de manger pour combler les manques. Et c'est avec la roue des émotions, un outil parmi les autres outils que nous avons dans la méthode lundi, qu'on arrive à mettre des mots sur ce qui est non résolu dans la vie des gens ou les besoins qui ne sont pas rencontrés. Et plus les besoins vont être satisfaits, plus la vie sera satisfaisante, moins j'aurai besoin de me satisfaire avec des aliments qui sont très gras, très sucrés, très salés et qui viennent stimuler le centre de récompense là, dans notre cerveau et donc nous apaiser, nous consoler, nous réguler finalement. Alors, la dernière diapo, nous l'utilisons dans toutes les sphères de notre travail, de notre pratique comme clinicienne en intervention individuelle, mais aussi à travers les méthodes. Et la roue est disponible sur notre site comme nous l'avons mentionné. On n'a qu'à taper Judith Geneviève dans le furteur Internet et vous allez pouvoir tomber sur les versions des roues des émotions. Sachez aussi que la roue des émotions est disponible dans 2 versions. Pour les versions anglophones, pour tout ce qui est la partie du Québec où il y a une clientèle qui est très anglophone, sachez qu'elle est disponible également et sur notre site aussi. Alors, merci beaucoup de votre attention. Merci de ce temps d'antenne. Ce fut vraiment un plaisir. Voilà, merci Geneviève pour cette belle présentation. Y a-t-il des questions auxquelles vous aimeriez qu'on réponde ou des choses que vous aimeriez qu'on précise? J'ai quelques commentaires, Anne-Sophie, mais je n'ai pas de questions. Bienvenue. Il y a une dame qui dit « Je suis maintenant grand-maman et c'était un plaisir de vous entendre. J'ai hâte de partager avec les parents qui m'entourent. » Et il y a des merci. Merci beaucoup pour la présentation. Très intéressant, très enrichissant, etc. Merci, merci. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Moi, Anne-Sophie, je vous remercie infiniment pour cette belle présentation. Avec plaisir, avec grand plaisir. Je remercie le CRISICAM aussi encore pour sa participation technique. Et j'invite les gens là, à aller consulter notre site Internet, mouvementsantémentale.ca ou bien aidebien-dans-sa-tête.ca. Vous allez retrouver tous nos outils et il y a aussi, on a aussi un lien pour la roue des émotions. Vous avez différentes choses sur notre site. Et pour les personnes qui ont participé aujourd'hui, si vous savez que d'autres personnes voulaient venir et qu'elles n'ont pas pu venir, le webinaire va être disponible dans quelques jours. Alors, on va faire à la promotion aussi, puis il va être possible de le réécouter encore. Super. Je regarde juste encore si j'ai des petits commentaires. Non, merci, merci, merci. Et moi, je vous dis bon appétit. Chez nous, c'est le soir. Vous voyez, il fait de plus en plus sombre. Il est presque 7 heures le soir. Et donc, belle journée, belle suite de journée à vous. Et puis, merci pour votre attention et que tout aille bien pour chacun dans votre vie de parents, de grands-parents, en étant doux avec vous-même.